Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi le clivage gauche-droite est le plus gros scam de l'histoire de l'humanité. Vous pensez appartenir au logiciel de gauche, vous vous trompez sérieusement, et si vous pensez appartenir au logiciel de droite, il y a de grandes chances que vous vous identifiez au mauvais parti. Donc aujourd'hui, on va voir ça sous le prisme évidemment des partis politiques français, que ce soit de LFI au Rassemblement national, et on va surtout essayer de creuser ce qui se cache derrière. Vous allez voir qu'au-delà des petites guéguerres d'ego, il y a des sujets bien plus profonds que ça. Et pour commencer, on va attaquer avec quelque chose de beaucoup plus léger. On vous propose un petit réel très rapide qui va vous expliquer ce qu'est être de gauche et de droite, et vous allez voir, c'est très simple à comprendre en fait. Tac. C'est que quelqu'un est de droite ou de gauche. C'est très simple. Si t'es pas de gauche, c'est que tu es de droite. Et si t'es pas assez à gauche pour quelqu'un de gauche, c'est que t'es à droite. C'est ça. Tu sais, on est tous le facho de quelqu'un d'autre. La gauche, c'est un idéal à atteindre. On essaye de s'en approcher, mais on n'y arrive jamais vraiment. Alors, on a tous, à un moment donné ou à un autre, le sentiment d'être le facho de quelqu'un d'autre, et on n'est jamais à l'abri de le devenir. C'est pour ça que la gauche, c'est une pureté. On essaye de s'en rapprocher. Et du coup, cette appartenance au camp du bien, ça t'impose d'avoir un comportement spécifique ou Bien sûr. quoi, par exemple? Aider son prochain, faire preuve d'empathie? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout. Non, c'est en dénonçant ceux qui ne font pas partie du camp du bien qu'on fait partie du camp du bien. D'accord, ok. Ah oui, ouais, j'ai compris. Donc c'est en accusant les autres d'être de droite qu'on est à gauche. Voilà. Et moi, je suis quoi alors? Je suis de droite ou gauche? De droite. T'as douté. La gauche, elle ne doute pas, c'est une certitude. Donc tu es de droite. Ah, mais je savais pas. Comme la majorité des gens. C'est pour ça que nous, on passe notre temps à les dénoncer. C'est pour qu'ils en aient conscience, tu comprends? Et toi, t'es quoi? T'es de gauche? Évidemment. Puisque je t'ai dénoncé, comme faisant partie de droite, c'est que moi, je suis de gauche. Merci. Je trouve ce short, il est vraiment bien et l'auteur en a fait plein de très bons aussi. C'est Laurent Firode. Je vous invite tous à aller regarder son contenu. Il a un compte Instagram, il est sur Facebook, il est un peu sur tous les réseaux. Et son contenu marche très bien. C'est assez réconfortant. On se dit, il y a un petit peu d'espoir. Mais on va voir quand même que il entretient un peu le scam quand même que tu as introduit avec le, le combat droite-gauche. Et je trouve que c'est super intéressant d'aller voir, un petit peu, d'où ça vient ce truc-là, parce que c'est toi qui as proposé le sujet de gauche-droite et au final, je m'étais dit: «Bon, c'est un truc, tu sais, c'est rentré dans le langage» et on se dit: «Bah, ça a toujours existé, on s'est toujours, construit autour de la gauche et de la droite». Mais en fait, c'est quelque chose de méga récent, sur l'histoire des civilisations et de la politique, humaine. En fait, c'est genre, je savais pas, mais on est encore à l'origine de beaux projets. C'était les Français qui l'ont fait avec l'Assemblée nationale de 1789 et la petite histoire, je lis mes notes, hein, c'est que donc ça n'existait nulle part ailleurs avant, le 11 septembre 1789 et en fait, c'est les députés de l'Assemblée constituante qui débattaient du droit de veto du roi Louis, XVI qui, en fait, pour compter les voix, ils les ont fait s'asseoir d'un côté et de l'autre de l'assemblée où ils étaient. Et en gros, tu avais les monarchistes, qu'ils appelaient les monarchiens, qui étaient donc pour le droit du veto du roi, pour le garder, qui donc se sont installés à droite. Et puis après, il y a tous les côtés de la reine. Ah oui, non, non, ils s'installent à droite, le côté de la reine, les places d'honneur. Et les partisans d'une monarchie constitutionnelle se placent à gauche. Et en fait, c'est à partir de là, juste pour organiser ça, que toute la terre entière s'est basée après là-dessus. Ce qui est assez marrant. Et ensuite, ils ont continué à le faire une fois qu'ils sont partis au manège des Tuileries. Et ça s'est enraciné dans les habitudes. Je trouve ça assez incroyable. Ouais, ouais, bah c'est la French Touch, comme d'hab. C'est ça. Parce qu'au final, ouais, c'est vrai que maintenant, partout dans le monde, on parle de gauche et de droite. Et aujourd'hui, ça va pas tant être l'objet de la vidéo de vraiment essayer de creuser justement ce que se cache derrière la gauche et la droite, parce que justement, euh, le, le réel, je trouve, qui le démontre bien. En fait, personne n'a la même définition et personne met la même chose derrière. C'est que tout le monde est tout le monde est, enfin, on est tous le gauchiste de quelqu'un et le droitard de quelqu'un. Euh, et en fait, c'est très dur, je trouve, de placer quelque chose derrière. Donc, oui, nous, on va se revendiquer de droite, mais certains de droite, t'es proche du Troisième Reich, et certains, c'est le PS français, en fait.
Donc Mmh. il y a quand même un grand écart entre les deux, quoique, pour le coup, mes deux exemples ne sont pas si loin. Euh, mais, mais du coup, ouais, non, l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de voir à quel point c'est un logiciel euh, mental et ce qui se cache derrière, et qui vaut mieux, même si ça demande un peu plus de réflexion, bah, d'essayer de comprendre si la personne que vous avez en face de vous, est-ce qu'elle appartient à ce logiciel-là ou pas. Et après qu'on mette dessus l'étiquette gauche, droite, etc., c'est des mots, c'est de la sémantique, on s'en fout un petit peu. Et c'est de s'éloigner aussi de cette logique un peu tribale de groupe, de moi je suis de droite, toi t'es de gauche, toi t'es gentil, toi t'es méchant, machin. En vrai, on s'en branle un peu. Aujourd'hui, juste pour ceux qui découvrent le concept, euh, aujourd'hui en général, quand on parle de droite, c'est libre marché, propriété privée, gauche, ça va être redistribution, état fort. Et pour ce qui est de la gauche, on va partir du principe que tu es progressiste, et quand tu es de droite, tu es conservateur. Je suis pas forcément moi d'accord avec cette grille de lecture, et ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo qu'on va préparer, de pourquoi logiquement un droitard, donc un libéral, est conservateur. Mais le truc, c'est que ça va quand même plus loin que ça. Il y a deux axes, et c'est ce qu'on a écrit ici. C'est-à-dire, il y a l'économie et les mœurs, et qu'en fait, bah, un libertarien progressiste, du coup, tu le mets où il est de gauche, il est de droite, on ne sait pas. Et comme tu l'as dit, bah, l'origine, c'était l'Assemblée nationale. Et moi, je trouvais que cette stat, elle était pas mal. C'est qu'en fait, ça démontre quand même un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que, bah, en fait, il y a une grande majorité des gens qui se reconnaissent ni à gauche ni à droite. Et ça, en vrai, je trouve ça plutôt rassurant au final. Je pensais pas que c'était aussi important. Pour moi, tout le monde avait déjà choisi son camp, et d'ailleurs avait choisi plutôt le camp de la gauche. Mais en réalité, les gens, bon après ça vaut ce que ça vaut comme sondage, hein, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, là où on voulait en venir, c'est que bah, c'est une histoire de logiciel. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de commencer par le logiciel de gauche, euh, parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. Et au final, pour ça, je trouve que le réel, par contre, est plutôt bon là-dessus, pour expliquer ce qu'est le logiciel de gauche. C'est-à-dire, c'est pas tant le rapport que tu as à toi, donc de toi vers toi, c'est de toi vers les autres. C'est comment les autres vont t'identifier. Peu importe ce que tu fais, et c'est vraiment tout le temps dans la symbolique. C'est pas tant par tes actions, c'est est-ce que tu démontres et tu prêtes allégeance à ton appartenance au groupe qu'on identifie généralement camp du bien et donc de gauche. Et pour ça, je trouve qu'il y a des exemples qui parlent vachement bien. Bah, on connaît tous déjà le virtue signaling, donc faire preuve de vertu. Et ça, généralement, c'est les gauchistes d'Insta qui sont très bons pour ça. Donc quand t'as Black Lives Matter et que les gens postent des carrés noirs sur Insta, bah ça c'est vraiment la logiciel de gauche par excellence, c'est je poste un carré noir sur Insta pour dire que je suis solidaire avec la communauté afro-américaine. Donc en faisant ça, je vais appartenir au groupe et on va m'identifier comme quelqu'un de bien. Alors que ça se trouve, quand tu te promènes dans la rue, tu mets des grandes droites à des renois et pourtant on va t'identifier comme quelqu'un de bon à gauche parce que tu auras mis ton petit carré noir sur Insta. Ce qui fait que ton rapport à toi, là-dedans, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu exprimes vers l'extérieur auprès des autres. Et évidemment, ça, c'est toujours accompagné de son corollaire, c'est faut un bouc émissaire. Les autres sont le problème, et en l'occurrence, bah là, c'est dans ce cas que j'ai pris, c'est les blancs. Donc là, il y a un grand bouc émissaire qui est quand même très large, hein, parce qu'il y a beaucoup de blancs sur Terre. C'est le blanc, l'occidental est problématique, et donc c'est lui qu'il faut pointer du doigt, et on va tous s'unir là-dessus. Et après, on va voir qu'il y a tous les concepts d'intersectionnalité où la communauté afro va se joindre avec les marxistes, puis avec des LGBT, ils vont tous trouver cause commune contre le mal blanc. Ce que je trouve intéressant, c'est que là-dessus, sur la différence un peu de logiciel entre les deux, c'est que déjà, on est beaucoup plus amené à partir sur le logiciel de gauche quand même. Il est un peu ancré en nous. Et c'est une expérience qui avait été faite, l'expérience Dash, en 1951, qui justement montrait que 75% des participants donnent une réponse qu'ils savent fausse pour se conformer au groupe.
Et ça, je trouve ça assez incroyable et tu te rends compte quand, par exemple, tu es dans une salle, et que, je sais pas, il y a un questionnaire qui est fait, si tu vois d'un coup que tout le monde lève le doigt alors que tu sais au fond de toi que c'est de la merde, il y a un truc au en toi qui te dit: «Vas-y, je lève le doigt» et c'est un peu le même truc que, tu sais, cette expérience et ce phénomène que tu vois quasiment tous les jours. Quand il y a quelque chose qui arrive, par exemple, tu sais, dans le métro ou, dans un endroit où il y a beaucoup de monde et que tu dis: «Merde, je devrais agir» et comme personne ne fait rien, tout le monde se conforte dans l'inaction. Ouais. Là, c'est le côté inverse, l'inaction et l'autre, c'était plutôt l'action. Mais tu vois vraiment ce mécanisme, de groupe, cet instinct qu'on a à vouloir toujours appartenir au groupe, quitte à sacrifier soit soi-même dans le cas où il y a de l'action, du coup, quand tu dois lever le doigt ou ne pas le faire pour être en opposition au groupe, ou dans l'inaction, quand, bah, voilà, tu vas pas aider une autre personne parce que, personne le fait et tu dis: «Bon, bah, je veux pas attirer l'attention et être un peu l'élément, chaotique du groupe, tu vois? Tu veux juste rester dans la vague et pas faire de bruit, quitte à ce que, tu acceptes que quelqu'un se fasse, sacrifier dans la rue, tu vois? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai qu'au final, on en revient un peu à nos idées qu'on développe, pas mal en ce moment, c'est aussi avec, le logiciel chrétien, Mmh. et qui justement, bah, met le doigt là-dessus et bah, avec toute la thèse de René Girard, qu'on aborde, avec Bhaskar, qui est que le logiciel chrétien, c'est vraiment le moment où tu mets le doigt sur ce phénomène, où en fait, parce que d'un coup tout le monde s'accorde et souvent parce qu'il y a des autorités, qui te disent, bah, que c'est le bouc émissaire, que tout le monde va se mettre d'accord, même si au final, dans les faits, tu peux regarder en quelques secondes et te rendre compte que la personne que tu es en train de sacrifier n'a jamais rien fait et là, bah, pire dans le logiciel chrétien, c'est de dire, bah, tu es en train de sacrifier Dieu et le meilleur homme qui n'ait jamais vécu sur terre. Pour moi, il y a une notion qui est super importante là-dedans, c'est la notion de responsabilité dont on parle tout le temps. Et justement, cette logique de groupe, elle éloigne énormément de la responsabilité individuelle parce qu'elle va te déresponsabiliser dans le sens où bah, si le groupe le fait, alors ça me donne une bonne raison de le faire. Et en fait, ça vient pas de moi, ça vient de, bah, en fait, j'ai suivi le groupe et du coup, bah, tout va bien. C'est pas entre guillemets, c'est parce que j'y ai pas mis l'intention, donc c'est moins grave. Et ça, bah, ça produit vraiment des sociétés désastreuses. Et on le voit, par exemple, quand c'est l'exemple que tu prenais tout à l'heure, par exemple, même, tu vois, quand il y a un lynchage, un mec qui se fait tabasser, et en plus récemment on a eu des exemples, tous les mecs qui tabassent le mec au sol n'ont pas de base forcément envie de le tabasser. Probablement que si tu les mets tous indépendamment dans des portes cloisonnées, même s'ils savent qu'ils sont en supériorité par rapport au mec, ils vont pas tous lui donner un coup. Mais le fait qu'il y en ait un qui donne le premier, qu'il y en ait un qui donne le deuxième, le troisième, et bah à la fin, les 10 ils vont mettre un coup, parce que bah, si tu mets pas le coup, t'appartiens pas au groupe. En plus, là, c'est dans un cas extrêmement violent, donc en plus, t'as juste envie de sauver ta peau par moment. Mais à la fin, t'as quand même mis un coup. Et t'es tout autant responsable que le premier qui a mis le coup, sauf qu'eux, ils vont se déresponsabiliser, et même d'un point de vue pénal aujourd'hui, tu vas être déresponsabilisé si c'est dans le cadre d'un groupe et si en fait t'as des trucs atténuants parce qu'en fait ta maman elle était pas gentille quand t'étais jeune. Alors que à l'inverse, et c'est ce que tu disais, le logiciel chrétien qu'on essaye de mettre en avant et la notion surtout de libre arbitre, c'est à la fin on s'en fout de vis-à-vis de qui, c'est que la seule chose vers laquelle tu seras redevable d'une certaine façon, auprès de qui tu devras rendre des comptes, c'est Dieu et c'est ta petite voix intérieure de je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Et en fait, bah à la fin, t'es une merde en fait. T'es une énorme merde que t'aies voulu suivre le groupe ou pas. Ouais, il y a vraiment cette idée, qu'en fait, j'ai l'impression de vraiment devenir un apologiste. C'est que tu es fait à l'image de Dieu, genre tout humain, on va dire normalement constitué, mais c'est quasiment tout le monde et que donc tu pars quand même d'une prémisse qui est que en toi, qui est inscrite et que donc si tu agis mal, c'est tu le savais et que donc c'est ta relation à toi, à toi-même, sur, bah, la morale qui est inscrite en toi et tu le sais que tu as mal agi et c'est là où c'est puissant. Mm. Et justement, par rapport à ça, moi, il y a un truc que j'ai débloqué récemment justement en étudiant tout ça et au fil de nos conversations, c'est le fait que bah, quand tu fais quelque chose qu'on juge de moral, de bon, de vertueux, il a de valeur que s'il est libre. Et en fait, ça, nous, on en parle souvent d'un point de vue économique. On va dire, bah, la solidarité,
La vraie, c'est quand elle est privée et consentie, c'est-à-dire je prends de mon argent, je le donne à quelqu'un dans le besoin, personne ne m'y a forcé. Là, c'est vertueux, au sens chrétien du terme. Par contre, si on prend dans ma poche pour donner à la personne, peut-être qu'à la fin, il va se passer la même chose. Lui reçoit la même somme d'argent, ça va avoir les mêmes effets dans sa vie, mais ce sera pas vertueux, de mon point de vue, Mm. parce qu'on me l'aura pris, il n'y aura pas eu de consentement, et donc il n'y aura pas eu de libre arbitre. Et c'est un peu la même chose avec la relation à Dieu, c'est que Dieu nous a créés avec un libre arbitre pour qu'on puisse l'aimer avec ce libre arbitre. Parce que s'il nous crée et qu'il nous force à nous aimer, comment est-ce qu'il peut savoir que c'est un amour sincère? Il n'y a aucun moyen. En fait, il a truqué le jeu depuis le départ. On est forcé de l'aimer. Bon, bah voilà, c'est une vaste hypocrisie. Alors que s'il te crée avec le libre arbitre et que tu l'aimes, là, ça veut dire qu'il y a un amour sincère. Et c'est pour ça que c'est un logiciel que je trouve plutôt vertueux, en l'occurrence. Ouais, bah, je m'étais noté, en préparant l'interview qu'il y a cet aspect vraiment, dont on parle assez souvent avec Bhaskar, de l'espace, en fait, à partir duquel tu fais les choses et c'est Mm. là où, au final, bah, le logiciel chrétien, il est vraiment fondateur, du libertarianisme. C'est que ce qui est important, c'est que tu prennes la bonne décision en toi et que tu passé en fait au crible, le ton choix et tu te dis: «OK, c'est le bon parce que ça remplit, la morale» et que tu vas jusqu'au bout et que tu le fais. Mais que tu l'as choisi quoi et Mm. c'était libre. Alors que Ouais, si, tu le fais dans un autre espace où tu dis: «OK, je vais le faire, mais c'est parce que ça va me permettre d'appartenir au groupe», bah, tu arriveras peut-être à la même, conséquence, tu feras les mêmes choix, mais au final, déjà ça va être, hasardeux. Peut-être qu'à un moment, le groupe a décidé de bien agir, mais on sait qu'en général, en plus, le groupe fait de la merde. Donc, il y a quand même beaucoup plus de chances que tu arrives à faire un sacrifice. ouais, Et je trouve qu'il y a des exemples qui sont super parlants et ça me refait penser à une vidéo là, je sais pas si tu le vois passer, j'aime pas tout parce qu'il est vraiment trop complotiste et trop, un peu gnostique. C'est le professeur, chinois là, qui fait des vidéos d'explications, des religions et ce genre de trucs. Bon, il passe ça me dit partout en rien. ce moment sur Instagram et il pointait un truc du doigt qui était, sur la construction des sociétés secrètes. Mais au final, je Mm. trouve que, en fait, une société secrète, c'est juste un groupe. Mais Mm. c'est un groupe, qui a décidé de cacher l'information. Mais au final, ça s'applique à n'importe quelle constitution d'un groupe, je trouve. C'est l'idée, que la plus petite, société secrète qui se crée, elle se fait à partir d'une blague. Et souvent, c'est une blague de 2 personnes contre une et en fait, elles décident d'une certaine manière de sacrifier l'autre. Bon, c'est très enfantin, ça passe, tu vois? Et puis, surtout si l'autre l'accepte et que tu sais, c'est un peu la phrase de: «Tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui». Mm. On va dire la société secrète et le côté négatif, c'est quand tu le fais avec quelqu'un que normalement tu devrais pas le faire, tu vois? Et d'un Mm. coup, tu crées en fait une relation avec l'autre avec qui tu fais la blague. En fait, tu as sacrifié, la 3e personne et d'un coup, tu as créé un lien un peu particulier Ouais. et en fait, ce qu'il explique, c'est que tu peux avancer très, 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 très loin, dans cette dynamique jusqu'à la fin, La finir sur l'île franc-maçonnerie. d'Epstein et te retrouver à avoir des enfants, voilà. Je devrais pas Ouais. sourire, mais ouais, c'est l'idée et je trouve ça assez fort et en final, tu retrouves cette mécanique, à chaque Mm. fois dans la construction d'un groupe qui est assez puissante et c'est pour ça que je trouve que, bah, l'individualisme est puissant parce que tu évites, en fait, souvent le sacrifice. Ça n'apparaît que dans le groupe, en fait. Ouais. Ouais, clairement. Et j'avais noté des illustrations pour revenir un peu à certains sujets, parce qu'il y en a qui sont peut-être moins intéressés par le logiciel chrétien, même si vous devriez tous vous y intéresser, parce que il y a beaucoup de bons à prendre, et même juste d'un point de vue purement utilitariste, hein, il n'y a pas besoin de devenir théologien. Je trouve que c'est juste intéressant de manière générale. Il y a par exemple le sujet Bitcoin, alors bon, c'est vraiment des illustrations, hein, mais c'est quand tu parlais de le faire depuis un même espace tout à l'heure, bah le mec qui achète du BTC parce que il a vu un thread sur Twitter ou parce qu'il nous écoute religieusement, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a compris dans son fort intérieur qu'il y avait un problème monétaire et qui le fait depuis un espace de j'ai compris qu'il y avait un problème,
donc je vais m'intéresser à ça, et donc je vais en acheter, parce que c'est la conclusion logique de, j'ai vu un thread Twitter d'un mec qui a parlé de trendline et de résistance, il faut que j'en achète, parce que sinon dans 2 mois je serai pas plus riche. Et surtout que généralement, ça on le voit très bien nous au quotidien, que ce soit avec les gens qu'on accompagne, avec qui on travaille, ou même dans nos vies à nous, c'est que à la fin, il y en a un, quand il y a un bear market ou une bougie rouge, il dort plutôt bien, parce qu'au fond de lui, il est apaisé et qu'il a fait ça depuis un espace intérieur tout à fait sain. Et l'autre, en fait, il a rien compris au fond. Le thread, il est parti de son fil, il a rien auquel se raccrocher. Donc quand il y a une bougie rouge, il est en train de paniquer, chier de l'huile. Dans le pire des cas, il revend, et dans l'autre cas, qui n'est pas plus désirable, il va juste très mal dormir et passer un mauvais moment. Et ça, en fait, pour moi, ça s'applique à peu près à tous les sujets de la vie. Ça peut être, là je prends l'exemple de Bitcoin, mais même l'expatriation, ça peut être la même chose, parce que c'est des thématiques qu'on aborde souvent. Et vraiment de se poser la question de depuis quel espace on fait les choses, et de s'en rendre compte, parce qu'au final, ce qu'on veut dire par là, c'est personne ne va être parfait. Et encore une fois, le logiciel chrétien répond parfaitement à cette question de on tend à la perfection, parce que c'est un idéal, mais on admet ne pas l'être, et ne pas l'être, c'est ok. Ça, c'est la grande phrase des gauchistes, de dire c'est ok, mais pour le coup, c'est vraiment ok de se dire, bah, il y a des moments, bah, je vais échouer, je vais pas être bon, et c'est pas grave. Je pourrais me faire pardonner, je pourrais me repentir, ce que vous voulez. Et ce qui quand même permet d'avoir un logiciel complet où il n'y a pas un moment où tu te retrouves bah, condamné. Et ça, c'est à la fois engageant, parce que ça te tire vers le haut à toujours être de plus en plus bon, parce que le logiciel chrétien te dit, il n'y a pas de bon chrétien, il n'y a pas d'idéal, il suffit pas de cocher des cases. Ce sera que au moment où tu te retrouves devant Dieu à la fin qu'on te jugera. Et donc pour ça, il faut que tu sois le plus vertueux possible. Mais, en attendant, il y a son corollaire de tu ne deviendras pas une merde à vie si tu fais X ou Y. Bon, après, il y a quand même des petites nuances. Il y a certaines choses, je pense que c'est quand même très dur de se faire pardonner. Mais en gros, vous avez quand même l'idée. Genre, prendre des enfants, les mettre sur une île, comme certains l'ont fait, et boire leur sang, il y a un moment, je pense que là, il y a du boulot avant d'obtenir le pardon. Mais pourquoi pas? Ouais. Bah, après l'idée, ouais, c'est que normalement c'est une relation avec toi-même donc après, il faut que tu arrives à l'accepter et vivre avec et tout, mais là, je pense que pire est le crime, plus dur c'est, quoi. Surtout le moment où tu réalises, tu vois, ce qui s'est passé, ce que tu as fait, heu, je pense que je pense que si tu vas vraiment au bout de ce truc-là, souvent tu te suicides Mais c'est ce qui se passe. Ce que j'allais te dire, c'est ce qui se passe souvent. et je pense qu'en plus c'est la porte de sortie, qui te mène, normalement en enfer aussi donc Et effectivement. voilà, T'avais un autre point sur ce. non, non, non. Donc, après ce petit cours de théologie, on avait quand même envie de vous expliquer en quoi le Rassemblement national est un parti de gauche. Et oui, grande surprise. Parce que moi, il y a un truc qui m'agace profondément, c'est les étiquettes. On va souvent nous mettre l'étiquette extrême droite, en sachant que personne n'est capable de définir l'extrême droite, et que quand on associe quelque chose à l'extrême droite en France, c'est le RN, sauf que si tu prends la définition d'extrême droite, le RN n'est pas un parti d'extrême droite, et nous on se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre, mais bref. Du coup, on va quand même faire un petit comparatif. Le RN, ils ont vraiment un logiciel de gauche, d'un point de vue déjà purement économique. Donc là, je vous ai mis quelques infos, des trucs qu'ils mettent souvent en avant. Ça va être une retraite à 60 ans, à 62 ans, ils veulent toujours la remettre plus tôt. Ce qui implique de conserver la répartition, qui est vraiment la quintessence du socialisme. Ils veulent augmenter le SMIC. Et je vous rappelle, on a quand même parlé souvent, le SMIC, c'est un blocage de prix, c'est un blocage du prix du travail. Quand on bloque les prix, il y a forcément une pénurie de travail, donc il y a du chômage. Donc, le SMIC, on peut le mettre à 6 000 euros, hein, tout le monde ne sera pas plus riche. Il y aura juste un énorme taux de chômage ou de gros problèmes. Ils veulent nationaliser les autoroutes, et de manière générale, ils sont très protectionnistes, donc un État fort, un interventionnisme exacerbé, ce qui est purement socialiste. Ça n'a rien de libéral. Et, point important,
c'est là où ils vont différer un petit peu d'un LFI, qu'on verra juste après, c'est que ils ont un bouc émissaire, ça ils ont en commun. Par contre, ils n'ont pas le même bouc émissaire. Et c'est un peu le point sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est que ce soit le RN ou LFI, ils ont le même programme en réalité. Ils veulent faire à peu près la même chose, c'est juste qu'ils n'ont pas désigné le même bouc émissaire. Et tu parlais de René Girard tout à l'heure, et justement de la notion un peu de bouc émissaire au final, même quand tu fais une blague à trois personnes, et qu'il y en a un qui l'a subi, en fait, tu as trouvé ton bouc émissaire d'une certaine façon, et ça va unir les deux qui l'ont désigné, et c'est comme ça que toutes les sociétés humaines se sont fondées. C'est on trouve un bouc émissaire à un moment, on purge la société, et factuellement, ça marche. Genre vraiment, c'est un mécanisme qui est ancré en nous. Et en vrai, ça fait du bien. Même nous, des fois, on tombe là-dedans, hein. Mmh. Une bonne grosse blague raciste, il y a rien de mieux que pour créer de la cohésion, hein. Mais il y a rien de plus vrai. Et même nous, des fois, on va tomber dans vraiment la logique tribale de groupe où on va s'identifier comme libertarien, bitcoiner, ce que tu veux, et désigner en face un camp. Alors, c'est pas forcément une personne, c'est souvent un autre groupe. Et ça fait profondément du bien. Faut être honnête là-dessus. Donc, on ne prétend pas être parfait là-dessus. Au moins, on en a conscience et on essaye d'y travailler. Et ce qui permet d'y travailler, c'est le logiciel chrétien. Vous commencez à comprendre la logique. Et du coup, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. Donc là, j'ai mis RN versus PS, LFI. C'est la même chose. Vous voyez qu'en fait, ils sont quasiment pareils de partout. Ils ont le même programme. Ils veulent tous faire la même chose. La seule chose qui diffère à la fin, c'est le bouc émissaire. Il y en a un, c'est les Arabes et l'autre, c'est les riches. Qu'on soit clair. Ils ont juste pas le même bouc émissaire. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut donner raison aux deux sur certains points. Effectivement, il y a un problème avec l'immigration en France, qui n'est pas celui forcément que le RN décrit, parce que le RN, eux, ils pensent que juste en choisissant ou en fermant complètement les portes, on pourrait résoudre le problème, alors qu'il faut juste tout privatiser et on résout ces problèmes-là. Et le PS et LFI, eux, ils vont me dire c'est les riches, etc. Et oui, il y a un problème avec certains riches qui sont de connivence avec l'État. Mais encore une fois, le problème, c'est pas les riches, c'est l'État. Et, euh, et ça, aujourd'hui, on le voit pas dans les débats. J'ai beaucoup parlé, hein, si tu voulais. Ouais, ouais, non, je me rappelle plus exactement les slides qu'on a après, mais je pense que c'est un peu le moment aussi d'en parler. C'est que, en fait, pour moi, et c'est ce que c'était l'intro un peu, c'est que on se fait tout de suite baiser, en fait, dès le début, quand on commence à parler de gauche et de droite. En fait, c'est intrinsèque juste au concept. C'est que déjà, ça désigne rien, gauche et droite. Mm. C'est des mots complètement bateaux. Et puis, comme on l'a vu, en fait, c'est basé dès le début sur une distribution complètement arbitraire de gens dans une salle. Et on a dit, maintenant, ça va être la droite, elle, c'est la gauche. Et au lieu de les appeler juste, je sais pas, monarchistes et je sais pas, bonapartistes ou autre chose, à l'époque, c'était plutôt, on va dire les républicains franc-maçonniques d'un côté et les monarchistes de l'autre. En fait, on a décidé de mettre un mot valise qui ne veut rien dire et de rester avec ça. Et je pense que c'est pas non plus pour rien, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est de plus en plus loin d'une définition bien claire. On s'écarte, on va dire, de conceptions un peu aristotéliciennes où on met des définitions et on construit à partir de là, et comme ça, on peut créer des raisonnements et on peut avancer. Et au final, ça permet en plus de vraiment rester justement dans le logiciel socialiste slash franc-maçonnique d'un relativisme complet, où en fait, t'as jamais genre un socle dur, tu vois, un sol, tu vois, sur lequel tu vas bâtir et tu dis, OK, c'est la base et on se met d'accord là-dessus. Au final, gauche et droite, c'est un peu comme je sais pas, un bateau, tu vois, qui part sur un rivage. Et puis, en fait, on dit, bah voilà, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Mais en fait, il y a un moment, il est près de la France, il y a un moment, il est près des États-Unis. Et puis, à un moment, ça veut dire quelque chose, à un moment, ça veut dire autre chose, tu vois. Mm. Et en final, quand tu étudies en plus un peu le logiciel, même marxiste, c'est basé, en fait, sur une conception religieuse de l'histoire où, en gros, ils partent du principe que, de toute manière, l'humanité avance dans le bon sens. Donc en fait, ils s'en foutent de qu'est-ce que ça veut dire gauche ou droite, parce qu'ils partent en plus de leur principe épistémologique de la dialectique, où en gros t'opposes deux idées,
souvent ça va être ouais, deux idées qui comprennent un peu d'une vérité chacune, et en fait en les faisant s'éclater entre les deux, tu vas arriver à une meilleure vérité, et la vraie vérité, et tu vas pouvoir faire avancer les choses. Et en plus cette vérité, elle n'est pas absolue, elle est contextuelle, et donc elle avance au fur et à mesure du temps. Mmh. Donc en fait, tu te retrouves avec un sable mouvant sur lequel tu peux jamais avancer. Et en fait, c'est parfait parce qu'en fait, ça justifie le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas où on va. Donc en fait, on va demander au reste de l'équipage, et surtout au mec qui est en haut, qui gère, tu vois, le bateau, et que bah, un coup ça va être Marx, un coup ça va être Lénine, ça va être Staline, ça va être Hitler, et puis aujourd'hui bah ça va être le camp qui arrive à se justifier à la barque, tu vois. Mais en Mmh. fait, tu t'abstrais complètement de principes fondamentaux. Ouais. Et c'est trop fort en fait de faire un truc pareil. Et en fait, il faut réussir à sortir de ce logiciel et juste revenir à se dire, en fait, on cherche la vérité, c'est tout. Ouais. On cherche pas à être de gauche ou de droite, on veut juste voir ce qui marche. Et c'est dur en fait d'en sortir. Ouais, et ça, c'est un truc que je remarque à titre perso, je vais pas raconter ma vie, mais c'est vraiment le manque de colonne vertébrale des gens et d'idées, de principes. C'est qu'en fait, les gens Ouais. ne se rattachent qu'à des, comme tu décris, des concepts mouvants, où ils se rendent même pas compte que ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils pensent. Ils ont aucune colonne vertébrale, et c'est juste, moi je m'identifie de gauche, je ne sais pas quelles sont les idées derrière, et je ne suis pas capable de les expliquer, et je te rejette toi que j'ai identifié comme étant de droite, sans même savoir ce que voulait dire le mot droite, et sans même savoir ce que tu penses vraiment. Euh, et quand même, là-dedans, tu te dis, putain, si tu t'abstrais de tout ça et que tu fais une discussion franche où tu dis, quelles sont mes idées, quelles sont tes idées, on les confronte, et on peut tomber pas d'accord, etc. Ce qui est quand même rarement le cas, hein, parce que j'ai rencontré des personnes qui se pensaient de gauche au sens mainstream, et qui s'avèrent, en fait, on est d'accord sur tout. En fait, c'est quelqu'un de libéral, qui a des valeurs des fois même un peu traditionnelles. Euh, et en fait, tu te rends compte, mais juste, si tu retires tous ces mots et toutes ces étiquettes, les gens d'un coup sont apaisés et se rendent compte qu'en fait, ils sont dans le camp du bon sens comme 99% des êtres humains sur Terre, et qu'on peut tous tomber d'accord et être apaisés. Sauf que pour faire ça, ça demande, un, de faire preuve d'humilité, de se dire, il y a des choses qui me dépassent, je comprends peut-être pas tout, je me suis peut-être trompé, et deux, d'abandonner cette logique tribale de à quel groupe j'appartiens. En fait, on s'en fout. Et le problème, c'est que si ils se rendent compte que selon ce qui s'avère qu'ils pensent, ils finissent dans le groupe de gauche, le problème, c'est quand ils retournent dans leurs cercles sociaux et dans leur environnement quotidien, là, ils rentrent en dissonance. Parce que du coup, ils vont commencer à entendre ce que le groupe dit, et ils vont se dire, mais en fait, c'est pas finalement ce que je pense au fond de moi. Mais pour continuer à appartenir à ce groupe, et comme on l'a dit, c'est extrêmement important pour un être humain, je vais pas vous faire la pyramide de Maslow, mais c'est hyper important, ce sentiment d'appartenance. Ils vont aller renier ce qu'ils ressentent au fond d'eux, et ça va faire des gens dépressifs qui sont en permanence en dissonance, et qui vont accepter des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et en faisant ça, derrière, tu permets à des idéologies de perdurer très très longtemps. Parce que les gens vont ensuite manquer de courage, tout le monde va fermer sa gueule, et c'est comme ça qu'on peut avoir 50 ans de socialisme et une armée de Français qui se font traire, par exemple. Ça marche très bien. Mm. Ouais. Et sur l'aspect, tu sais, quand tu demandes à des gens et en fait ils savent absolument pas de quoi ils parlent, mais il y a tellement une tonne de vidéos qui ont été faites là-dessus. Ouais. Genre c'est tellement risible. Il y a un gars là en ce moment, je sais plus comment il s'appelle, un Golden black, Boy. Golden Boy, il est incroyable en ce moment, il fait des trucs de fou comme ça, où il va confronter les gauchistes en plus. Comme il est black, ça aide parce qu'ils se disent: «Bon allez vas-y, ils doivent être avec moi, ça va être un Mm. socialiste aussi», et là bam, il les enchaîne. C'est incroyable. Et il y avait, C'est un peu El Ryan ouais, un peu plus, mais plus punchy. ouais, punchy, parce que El Ryan, genre il laisse bien parler, c'est aussi très marrant, mais c'est ça a une autre façon de faire. Et ça me faisait aussi penser, dans la même veine, à Vincent Lapierre qui, avait fait une vidéo, qui s'appelle «Les électeurs de Macron, florilège». Je pourrais vous la passer rapidement, où en gros il allait à un meeting, Ah de oui, Macron, je oui. crois que c'était juste avant les élections, et il leur demandait: «Alors, c'est quoi le programme en fait?» Il y a pas un putain de mec capable de lui donner mais une seule chose, tu vois? Mm. Juste de dire: «Mais c'est quoi la ligne directrice?» Et c'est que
pourquoi vous êtes là en fait? Les gens ils sont là en mode Mm. il est beau, il est jeune, il est rassurant, ça va aller. Les mecs, genre il y a rien. Ouais. C'est terrible. Et je l'avais vu cette vidéo, elle est terrifiante. Parce qu'en plus, les gens ont vraiment. C'est fou parce que c'est là que tu vois, il n'y a aucune corrélation entre le degré de fanatisme et la rationalité de ce fanatisme derrière. C'est que les gens étaient vraiment très engagés sur rien. Genre, c'est que de l'émotion. Ouais. Il y a rien de rationnel derrière. Et j'ai été en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et vraiment, c'est vrai qu'en plus, il a agité les foules. Et mea culpa, moi, je me suis fait avoir en 2017. Bon, j'avais que 18 ans. Mais j'étais vraiment en mode, ouais, let's go. Mais il y avait rien. C'était Ouais. vide. Bon ça, j'avais pas trop accroché, bon après je restais quand même dans justement, ce logiciel un peu droite-gauche, tu vois? Hmm. Mais je m'étais dit à l'époque, le meilleur ça restait quand même Fillon, heu, mais mais ils l'ont dégagé, mais ouais, bon rien à rajouter. Je voulais ensuite, bon, en vrai, on en a déjà quand même parlé, mais c'est important d'insister là-dessus. C'est que du coup, nous, ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est vraiment la relation à soi, en fait, ce qui est important. La relation aux autres, évidemment, c'est important d'avoir des relations avec les autres, mais c'est pas tant ce que les autres vont penser de toi, déjà. Et il y a quand même un courant philosophique que j'aime bien, même s'il a ses limites. Ça va être tout ce qui se rapporte au stoïcisme en général. Ça a des limites, mais au final, c'est quand même une philosophie de vie qui, par défaut, te met dans de meilleures prédispositions que les autres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en mon pouvoir, en gros, j'y peux rien, donc next. Et qu'est-ce que je peux faire moi en fait? Sur quoi j'ai du pouvoir, sur quoi je peux agir, ce qui est profondément individualiste et ce qui est profondément ce qu'on répète en permanence, c'est-à-dire même si tu veux profondément aimer les gens, aider les gens, pardon, bah d'abord tu vas voir sur quoi toi tu as de l'impact, donc d'abord ça va être toi. Une fois que toi tu te seras géré, tu pourras gérer ta mère et ta sœur. Et une fois que tu auras géré ton entourage proche, tu pourras commencer à aider le SDF au bout de la rue. Et ça ne peut partir que d'une telle idéologie. Et c'est là où on se rend compte que la plupart des gauchistes, eux, sont très engagés pour des causes qui sont très lointaines, généralement en plus via un espace numérique qui s'appelle Instagram. Mais dans le réel, c'est des gens qui n'aident personne, qui s'aiment même pas eux-mêmes, hein, ça part toujours de là, c'est qu'ils se détestent, donc ils vont soit se maltraiter, généralement ils vont avoir un physique déplorable, hein, on a souvent le physique de ses idées, c'est pas pour rien, c'est qu'ils vont pas se faire du bien, ils vont pas faire de sport, ils vont se mutiler, on va pas rentrer dans un tunnel sur les tatouages, mais il y a quand même un délire, avec les piercings aussi, y a vraiment quelque chose derrière. Et en fait, ça se reflète au plus profond. Et en fait, tu peux presque voir quelqu'un physiquement parler 5 minutes avec et savoir à peu près quels sont les types d'actions qu'il a en général dans sa vie. Et malheureusement, c'est pas ce logiciel-là qui provoque ces choses-là. Après, vous me trouverez toujours des exceptions, hein, évidemment. Mais de manière générale, il y a quand même une sorte de continuité. Ouais, je voulais revenir sur le politique en fait. Parce qu'il y a quand même un truc où je trouve on se fait berner, c'est qu'on essaye de nous expliquer qu'on peut faire de la politique en étant athéiste. Et je pense que c'est impossible. Parce Explique-moi, que Jamy. il y a toujours une base au final morale dans n'importe quelle politique. Et il faut quand même qu'à un moment, tu sois en capacité d'expliquer pourquoi tu penses que c'est mieux ou pas. Et ça serait quoi les fondamentaux? Et ce qui est marrant au final en plus, c'est que si tu regardes la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est ouvertement maçonnique, tu as dedans tous les hommes naissent égaux. En fait, dedans, c'est vraiment un acte de foi, tu vois? Genre, il y a aucune vérité scientifique. Au contraire, au final, on est tous égaux, au final, d'un point de vue naturel. Surtout, donc, si tu restes sur un logiciel athéiste qui, au final, voit la nature un peu comme un dieu, où, en final, ça serait l'alpha et l'oméga. Si vraiment tu t'en remets à ça, tu pourrais dire, bah, non, au final, il y a des hommes qui sont bien plus intelligents et qui devraient gouverner les hommes qui sont cons et faibles. Hmm. Mais en final, ils se contredisent en disant ça. C'est que ça part directement
d'une vision du monde, bah, à la base, chrétienne, où en gros, la judéo-chrétienne même, où tout pas quoique, parce qu'il y a quand même un le peuple élu, donc plutôt chrétienne, où en gros, bah, on est tous égaux. Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus dans la déclaration donc de 1789, ça s'ouvre direct en nous disant: «En présence et sous les auspices de l'être suprême». Genre, faut quand même se dire qu'on base, toute, notre république, notre pays là sur l'athéisme et sur la laïcité, alors qu'on a une déclaration des droits de l'homme qui s'ouvre en nous parlant d'un être suprême. Genre, c'est qui déjà ce putain d'être suprême? Qui Ouais. est-ce qui vénère? Et genre, dites-nous la vérité là-dessus, tu vois? Mmh. Genre au moins, parce que le problème, c'est qu'on a une putain de religion, qui nous dirige, qui ne dit pas son nom, qui nous parle d'être suprême, qui nous donne pas en plus ce qui se passe en interne dans les loges et qui a toute une morale au final qui est assez secrète, tu vois? Mmh. Et bon après on va pas aller plus loin là-dedans, mais ce que je trouve au moins intéressant, c'est de se dire que, et ça reprend une citation en plus de Chesterton, je crois que c'est dans son livre là que j'avais lu, c'est, ah j'ai oublié Orthodoxie. le nom. Orthodoxie, je me rappelle plus du Ouais. sous-titre, qu'on retrouve aux éditions Carmin. Et qui disait: «Quand les gens cessent de croire en Dieu, ils ne croient pas en rien, ils croient Mmh. juste en n'importe quoi». Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment tombé à fond là-dedans. En fait, on a toute une population française qui se croit athéiste, pour la majorité aujourd'hui et qui, au final, croit en un Dieu qu'on leur a donné, dont ils ne connaissent pas l'identité et qui est, caché à peu près partout parce qu'on a du symbolisme, maçonnique, à tous les coins de rue, à Paris et en France et voilà, j'invite juste les gens à s'interroger là-dessus parce que je trouve ça important quand Mmh. même. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, l'athéisme n'existe pas. Et en fait, les gens d'ailleurs, je trouve que si tu les mets face à ça, ils peuvent vraiment tomber de très haut. C'est que généralement, les athées, ils vont dire ouais, je suis pas assez con pour croire à ces conneries de votre Dieu là. Mais ce dont ils se rendent pas compte, c'est qu'ils croient en quelque chose, et généralement en quelque chose de bien plus con, hein. C'est que si vraiment ils creusent un petit peu leur sujet, c'est qu'il faut quand même se dire un truc, la religion chrétienne notamment, il y a quand même un lourd passé, et donc pour tout démonter, ça demande un énorme boulot quand même. Faut se lever très tôt. Et le mec qui pense depuis un coin de rue, en ayant écouté un mec une heure sur YouTube, pense avoir démonté tout le logiciel, généralement c'est que tu te trompes. C'est qu'il y a des gens qui sont passés avant toi. Et pire que ça, c'est que souvent, bon après c'est peut-être juste, le paradoxe du survivant, mais et de celui donc qui prend la parole, mais quasiment tous les gens qui ont essayé de le démonter à la fin, ils arrivent avec une vidéo qui te dit: «Bon, je me suis converti». Mais ce que tu trouves avec peu de religions quand même. Ouais, clairement. Et moi, je voulais juste revenir pour nous mettre bien dans la merde sur ce que tu avais dit au tout début, que la politique, elle se fait forcément avec une prémisse morale. Et je trouve qu'il y a un bon exemple, et je vais pas émettre forcément de jugement, je vais juste poser ça là. C'est que par exemple, dans les pays où la politique est donc connectée à la religion en l'occurrence, et la religion musulmane pour être très précis, on voit comment ça se traduit dans la politique du pays. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. Les pays dont la religion d'État est l'islam, c'est dans 100% des cas des régimes autoritaires où du coup tu es obligé de te soumettre aux lois, où la liberté individuelle est plus ou moins réprimée. Ça va de Dubaï à l'Iran, hein, concrètement, où vraiment bah, c'est un spectre, où il y a des endroits bah, où ils sont bien plus flexibles que d'autres, et c'est comme ça que ça se traduit. Et là, là, c'est vraiment pour moi l'exemple le plus flagrant, c'est qu'ils sont partis d'une morale religieuse, d'une religion en particulier, et ils l'appliquent d'un point de vue politique. Mais pourquoi nous, on y ferait exception avec notre laïcité et notre athéisme? Non, c'est qu'on applique une religion, et comme tu l'as dit, qui ne dit pas son nom, même si on commence à tous visualiser de quoi on parle, et penser que nous, on serait au-dessus de ça, qu'on aurait dépassé le carcan religieux, et qu'on est bien plus intelligent que ça, c'est vraiment se fourvoyer. C'est pas le cas. Et Ouais. au contraire, on est bien plus con, hein. On est vraiment bien plus con. Et puis tout le confirme en plus, parce que, bah, déjà tu vois toute l'irrationalité qu'il y a en général dans la population. Genre tu ce genre de choses quand même, en général avec une bah,
dangereux de dire ça, mais avec une religion. Euh, mais voilà, encore mon apologisme, mais il y a quand même dans la chrétienté l'idée quand même d'aller chercher la vérité et le rationnel. Et c'est pas pour rien que l'origine même de l'université, c'était des abbayes et c'était des endroits religieux chrétiens, tu vois. Hmm. Le berceau un petit peu de la science, c'était là. Et notamment Et je parce me que suis le perdu. doute est permis. C'est quand même un truc qui est très important, c'est que le doute est permis, la remise en question est interdite, n'est pas un péché. Ça, Ouais. c'est quand même très important, hein, parce que quand tu ne peux pas remettre en question la parole divine qui te vient directement de Dieu, bah derrière, c'est quand même compliqué de faire avancer les choses. Et Ouais. c'est pour ça que le christianisme a précédé la science. Sinon, ce serait juste pas possible. Bon, on va essayer de conclure sur quelque chose, comme d'habitude, d'un petit peu moins macro, c'est de parler qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Bon, déjà, il y a une première chose, je pense que vous avez compris que la politique n'est qu'une vaste mascarade, mais ça, euh, on est tous au courant depuis bien longtemps. En plus, là, on tourne ça, on est aujourd'hui le dimanche 22 mars. Vous verrez peut-être cette vidéo aujourd'hui ou demain. Le résultat des municipales sera tombé, tout le monde sera en train de s'exciter le sgeg. Ça ne va rien changer au quotidien de tout le monde, hein, évidemment. Donc pour moi, la question, c'est comment on prend ça et on se l'applique à soi-même dans sa vie au quotidien. Euh, et pour moi, il y a un truc d'abord, c'est faut prendre des décisions pour soi, pas pour les autres. Alors dit comme ça paraît con, mais au final, c'est la traduction de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, c'est quel est ton rapport toi à cette décision et pas ce que les autres vont en penser. Parce que généralement, on sait tous comment ça finit, hein. Si on fait quelque chose pour le regard des autres, à la fin, on finit par être déprimé, notamment parce que le regard des autres va changer et que du coup, on aura Ouais. fait un choix pour personne et on se sera sacrifié par la même occasion. Euh, Pareil. Ouais. Et c'est juste, je trouve que c'est super dur, et ça demande un temps de fou, je trouve, et ça serait toute une vidéo, je trouve. C'est, le concept, d'égoïsme et parce que tu vois, là, tu as mentionné prendre la bonne décision pour soi, mais c'est pas juste superficiel, genre, c'est vraiment, très profond, parce que tu as plein de couches, en fait, de faire pour soi. En fait, l'idée, c'est d'aller vraiment, jusqu'au fond et de sonder la question, de vraiment, qu'est-ce qui est bon pour soi à la fin? Et je trouve qu'un super exemple pour ça, et que beaucoup de gens, bon, qui ont au moins, allez, on va dire 12-13 ans, réalisent, bon, peut-être un peu plus haut, mais c'est les relations humaines, tu vois? Entre hommes et femmes, ou plus, heu, de, se dire, tu vois: «Est-ce que c'est bien pour moi?» par exemple, tu vois, d'avoir une relation rapide et tout avec quelqu'un. Tu peux te dire à première vue: «Bah, ouais, c'est bien, je sais pas, je vais prendre en expérience, je vais découvrir ça et tout». Mais en final, si tu vas beaucoup plus loin, tu peux te rendre compte, bah, que au fond, si tu regardes déjà dans le futur, que tu as une projection, dans le temps, tu te dis: «Bah, ça va foutre la merde, Mm. ça va être dur, parce que j'agis rapidement. Au final, je le fais pas pour moi vraiment, je le fais peut-être, parce que, c'est cool, dans un groupe, d'avoir, déjà une relation sexuelle, c'est cool, d'être avec la meuf qui est bonne», et ainsi de suite. Et en final, tu peux creuser, creuser, creuser et puis en fait, à la fin, tu peux arriver quasiment à une bonne réponse. Et l'idée, c'est qu'en plus, elle est assez universelle, celle-ci. C'est que, bah, le mieux, c'est quand même d'attendre, pas mal de temps, quoi. Mm. Pour être vraiment sûr, pas faire d'erreur et tout et puis jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est vraiment la bonne décision. C'est beau. Donc attendez le mariage avant d'avoir des relations. Conclu. Mais voilà, cette réflexion, tu peux l'avoir sur plein, plein, plein Mm. de choses. Ouais. Manger, toute ton assiette, à des moments où la partager. Si l'idée émerge, c'est peut-être qu'au fond, tu sentais que c'était la bonne chose à faire, que tu aurais dû la partager parce que, bah, ça va t'apporter même plus de bonheur au final, de dire: «Voilà, je partage quelque chose avec quelqu'un», tu vois? Ouais. Et on pourrait dire que c'est de l'égoïsme vertueux, c'est qu'au final, tu penses à toi et à ton bonheur et il est plus grand, de finir ton a de le partager que de finir ton assiette, tu vois? Mm. Ouais, et puis surtout que ça, par exemple, tu le retrouves quand tu vas donner de l'argent à un SDF dans la rue. Il y a des gauchistes qui vont dire ouais, mais tu fais ça pour ton ego, machin. Ouais, mais au final c'est vertueux. C'est-à-dire que j'ai aidé quelqu'un dans le besoin et ça m'a fait du bien.
parce que bah, j'ai fait mon acte de bonne conscience, et c'est très bien. C'est juste profondément vertueux. Et je voulais juste rebondir sur un point, mais que j'ai oublié, qui me reviendra peut-être après. Mais déjà, faut se dire que pour moi, l'une des meilleures façons de commencer à faire évoluer son logiciel, et je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, surtout encore maintenant, où ça va quasiment faire 1 heure, sont sans doute déjà très d'accord avec nous, mais si vous l'êtes pas encore, c'est que pour moi, bah, ça passe par l'entourage, les gens que vous côtoyez le plus. Alors si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous nous côtoyez peut-être un peu, et que du coup ça vous aide, et on en est ravis, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si c'est le cas, et de la booster, et de commenter, et de vous abonner au passage. Mais ça passe par bah, l'entourage, les discussions que vous allez avoir, des discussions avec des gens qui pensent plus ce vers quoi vous voulez tendre. Ça peut être un prêtre, hein. Ça peut très bien être un prêtre, comme ça peut être GG au PMU, hein, si vous pensez que c'est vers ça que vous voulez tendre. Mais au moins, GG sur le bunker. ouais, ou GG du bunker à la limite, c'est vrai que ce sera déjà un peu mieux. Ça peut être la lecture, essayer de commencer à réfléchir à ces sujets, et on en a déjà parlé très souvent. Mais c'est vraiment la leçon à la fin, c'est de sortir de cette logique de groupe. C'est vraiment, et que ce soit un groupe de gauche ou de droite, hein, pour moi c'est vraiment valable, peu importe la logique, c'est sortir de cette logique de groupe, se recentrer sur soi, et de savoir ce qui est bon pour nous. Et là, voilà, j'ai mis des exemples à l'écran parce que il y en a beaucoup que ça bouffe, et on le sait, on en parle assez souvent. C'est voilà, ceux qui vont rester dans leur job parce que socialement ça fait bien, parce que ça leur permet de rester dans le groupe des gens qui ont un travail et qui sont dans le petit cadre. Il y en a qui veulent pas s'expatrier parce qu'ils ont peur de s'éloigner du groupe dans lequel ils sont, mais c'est pas forcément un groupe qui les rend profondément heureux. Et ils se rendraient peut-être compte en partant que cette envie d'ailleurs, de découvrir autre chose, est bien plus forte que l'appartenance, le bonheur que procure l'appartenance au groupe dans lequel ils sont. Bon, et l'exemple de l'investissement, ça c'est vraiment le pire. Parce qu'alors vraiment, il n'y a rien de plus con de ne pas vouloir investir son argent parce que ce serait mal vu par les autres. Et j'ai envie de rajouter que l'inverse, et c'est là, c'est ce qu'on avait un peu développé avant, justement, bah, de quel espace tu le fais. L'inverse est tout aussi vrai. Si tu peux revenir sur la diapo, mais si tu, quittes ton job parce que ça fait bien, c'est pareil. Si tu t'expatries parce que tu penses, qu'on va enfin t'accepter et tu vas pouvoir développer ton je sais ouais, parce que tu vas être accepté par le groupe ou, tu investis pour les mêmes raisons, c'est pareil, en fait. Ouais, 100%. Oui, c'est pour ça que Ouais. on insiste, et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est que c'est pas la question n'est pas de à quel groupe appartenir, c'est arrêter d'appartenir à un groupe. De manière générale, même si on a tous, c'est impossible de se réduire à la fin qu'à un seul individu, parce que ça n'implique pas pour autant des relations sociales. Et ça d'ailleurs, c'est un truc que les gens nous reprochent souvent parce qu'ils comprennent rien, de dire oui, mais en fait vous, il n'y a plus d'interaction sociale, vous vivez tous tout seul chez vous et vous pensez qu'à vous. Non, on est entouré, on a des amis, on peut tous discuter. Les deux sont très compatibles, et d'ailleurs c'est le seul logiciel qui permet d'avoir des relations saines. Où justement, en Mmh. fait, quand tu as des affinités avec quelqu'un, c'est parce que tu penses foncièrement que ça t'apporte quelque chose. Et en face, si cette personne a ce logiciel, c'est parce qu'elle pense foncièrement que ça t'apporte quelque chose de bien. Et qu'on ne se rejoint Ouais. pas juste pour étendre le drapeau du libertarianisme, des bitcoiners ou des gauchistes, selon le groupe. Et c'est là où, punaise, je me rends compte à quel point Bhaskar, c'est trop fort. C'est qu'en fait, c'est vraiment l'idée, d'être conscient quand, tu appartiens à un groupe. Parce qu'on dit pas au final, il faut pas que tu appartiennes à un groupe. En fait, l'idée, c'est que la plupart justement des raisonnements, qu'on pointe du doigt, c'est des raisonnements qui sont faits en dessous du niveau de conscience, et en fait, tu es juste hypnotisé et tu te dis: «Vas-y, il faut que je fasse ça parce que ça va me permettre d'appartenir au groupe», mais sans même t'en rendre compte. Ouais, Et en fait, c'est le moment où d'un coup, tu fais le pas de côté et tu dis: «Putain, en fait, mais pourquoi je fais ça?» Et là, bah, si tu réalises ça, c'est que tu te dis, sûrement que c'est une mauvaise décision. Bon, ça pourrait être aussi une bonne, mais souvent tu as le moment où tu switches quand tu réalises que tu es en train de faire n'importe quoi. Et à l'inverse, bah, ça va te permettre ensuite de créer des vrais groupes, des vraies relations que tu choisis en conscience
Il dit: «Bah oui, parce que ça c'est ce que je souhaite, c'est aligné avec moi, c'est mes valeurs, j'aime cette personne Mmh. et pas, parce que, bah, il est juste de c'est aussi un mec de gauche et que maintenant on va pouvoir se balader dans la rue et on sera bien vu». Ouais. Mais c'est ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si appartenir à un groupe quand tu le fais depuis un plein de toi avec ce pas de côté, heu, tu le fais vraiment du coup en pleine conscience, bah, du coup là ça rentre dans le cadre de, en fait je le fais pour moi à la fin, mais je le fais pas sans m'en rendre compte. Et là dans ce cas-là, c'est généralement vertueux même si, c'est soumis aux aléas de la vie où ça peut être foncièrement une mauvaise décision et c'est pas grave. Du coup, si vous voulez prolonger ces discussions, vous avez plusieurs choses à faire. Je crois que le télégramme affiché à l'écran n'est même pas bon. Donc, je vous mets les liens dans la description d'un canal Telegram gratuit où de temps en temps on vous partage des news, où on discute de sujets. Si vous voulez un peu plus suivre nos actualités, notamment par exemple le fait que je suis actuellement à Pila avec Adomeos, avec qui on a fait des vidéos, on essaie de le partager un peu sur Instagram. Et si vous voulez avoir accès à des ressources qui sont en toile de fond un peu liées à tout ce qu'on a décrit, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect expatriation, sur l'aspect santé, toutes ces thématiques, même business, on a préparé un programme qu'on prépare depuis très longtemps, qu'on vous offre actuellement sur zonefranche.com. Le lien est dans la description. Vous pouvez vous inscrire et vous recevrez un accès par mail à une plateforme où on vous a mis des documents et des ressources sur toutes ces thématiques. Ça vous permet de mettre un pied dedans, de voir ce que nous on propose. Et si vraiment vous êtes intéressé, nous on a créé un petit formulaire. Pour l'instant, c'est pas possible de vraiment nous rejoindre et de bosser avec nous sur ces sujets parce qu'on est déjà 20 et qu'on est plein. Mais on libérera quelques places dans le futur, donc vous pouvez nous envoyer un message avec vos motivations. On a déjà reçu des messages qui sont d'ailleurs absolument incroyables, genre vraiment des messages très longs et hyper intéressants. Donc n'hésitez pas à nous le faire, même si c'est juste pour nous remercier, ça fait toujours plaisir. Et nous expliquer bah, où vous en êtes sur ces sujets, ce qu'on pourrait vous apporter, ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Et nous, dès que c'est ouvert, bah, on vous recontacte et on essaie même de vous recontacter avant pour commencer la discussion. Tout est en Mmh. description. Et nous, on vous dit à la prochaine. Je vous invite aussi, à mettre des commentaires, sous la vidéo si vous en avez, des questionnements et on va tenter Ouais, quelque chose de nouveau, c'est de prendre, les commentaires qu'on trouve intéressants sur lesquels on peut, bah, aller un peu plus en profondeur et de faire des vidéos justement sur Instagram en réel où on viendra reprendre votre commentaire et puis on viendra vous faire une explication. Ça sera plus vivant, plus sympa et ouais, puis, on préfère. Donc vraiment n'hésitez pas à commenter et puis après allez vous abonner sur Insta et puis on fera des vidéos avec vos contenus. exactement. Allez, ciao. Amen.